et à tous et merci pour votre participation à ce webinaire, donc l'égalité professionnelle et qualité de vie, au travail, donc 2 leviers pour une reprise d'activité durable, dans l'ESS. Heu, donc petit rappel technique, bien que maintenant nous sommes habitués à ces formats, mais pour le bon déroulement du webinaire, nous vous remercions donc de maintenir vos micros coupés, ce qui évitera les bruits parasites. Également, c'est un webinaire qui est, enregistré, pour pouvoir après, permettre de visionner à nouveau l'enregistrement. Donc si vous ne souhaitez pas apparaître, sur, l'enregistrement, nous vous invitons aussi à couper, vos caméras puisque sinon vous risquez d'être visible. Enfin voilà, ça c'est votre choix. Pour, les questions et les réactions, éventuelles, nous vous invitons à utiliser la fenêtre de chat, donc que vous pouvez ouvrir, le module discussion. Plutôt que d'intervenir avec vos micros, donc vous pouvez, partager vos questions et réactions, sur ce canal. Il y aura, 2 temps, dédiés, aux questions-réponses lors du webinaire, lors desquels on pourra, reprendre les questions, qui ont été posées dans le chat et les partager aux intervenants et aux intervenantes qui pourront aussi éventuellement répondre, au fil de l'eau aux questions qui arriveraient. Voilà, donc et comme indiqué, donc nous enregistrons le webinaire, donc la vidéo sera mise à disposition à l'ensemble des, participants, enfin des inscrits, après le webinaire, ainsi que la présentation qui va être, diffusée aujourd'hui, qui vous sera également transmise. Voilà pour ces petits détails, pratiques. On va pouvoir, rentrer dans ce webinaire, ces choses, étant dites. Donc je rappelle, pour les, personnes qui sont nouvellement arrivées, de bien couper, leur micro, lors de l'arrivée. Donc ce webinaire est organisé, par l'ARAC Bretagne, la CRES Bretagne, et l'UDES avec, la participation aussi de l'ADMR Les Dolmens de Janzé. Donc avant de rentrer dans le sujet, juste quelques mots, de présentation des différentes structures pour que vous sachiez, qui il y a, autour de l'écran. Donc l'ARAC Bretagne, donc l'association régionale pour l'amélioration des conditions de travail, est une association qui a une mission, de, service public et qui accompagne, les entreprises et les organisations, dans l'amélioration de leurs conditions de travail et leurs performances. Donc c'est un organisme paritaire qui est, piloté par des partenaires sociaux, au niveau régional. Et l'ARACT est aussi membre d'un réseau, enfin du réseau national ANACT-ARACT, qui est composé donc d'une agence, nationale et de, 16 associations, régionales. Et donc l'ARACT Bretagne sera représentée aujourd'hui par Elisabeth Devancal, chargée de mission, qui interviendra tout à l'heure. Ce webinaire est aussi organisé par, l'UDES, donc l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire, qui est, l'organisation multiprofessionnelle de, l'économie sociale et solidaire. L'UDES regroupe 23 groupements et syndicats d'employeurs, associations mutuelles et coopératives, 16 branches et secteurs professionnels, ce qui représente, un total donc de 30 000 entreprises et établissements, employant plus d'1 million, de salariés. Donc l'UDES est représenté aujourd'hui par Charles Bauzonnet, qui interviendra également tout à l'heure. Et donc le troisième organisateur est la CRES Bretagne, donc la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire de Bretagne, qui assure la représentation, la promotion, l'observation et le soutien au développement de l'économie sociale et solidaire sur, la région. Donc elle, favorise aussi la création, le développement et la transmission de structures ESS, et c'est aussi un lieu d'échange et de mise en réseau, des acteurs de l'ESS. Et donc aujourd'hui pour la CRES, nous sommes 2, donc David Dizon qui est chargé de mission sur l'observatoire et qui interviendra également tout à l'heure, et donc moi, Anne Potrel, je suis chargée de mission sur les démarches de progrès pour l'ESS. Et donc nous aurons également un témoignage tout à l'heure de l'ADMR Les Dolmens de Janzé, donc avec Lise Pérouzet, sa directrice, et Anne-Sophie Malnoé, la secrétaire du CSE, à qui je laisserai le soin de présenter leur structure un peu plus en détail, tout à l'heure. Voilà un petit peu pour les organisateurs. Alors c'est un webinaire qui est organisé dans le cadre de la semaine de la qualité de vie au travail, qui est organisée chaque année en juin par le réseau, ANACT-ARACT. Et c'est également un webinaire qui, prend place dans le cadre de la démarche régionale, qualité de l'emploi dans l'ESS, qui est une démarche qui existe depuis plusieurs années en Bretagne, qui est animée par la CRES Bretagne et qui mobilise un certain nombre d'acteurs à l'échelle régionale, acteurs publics, acteurs de l'ESS, acteurs de l'emploi-formation,
et qui vise à travailler sur vise à l'amélioration de la qualité de l'emploi et des conditions de travail dans les structures de l'ESS en Bretagne. Donc c'est aussi dans le cadre de cette démarche régionale, participative et partenariale que ce webinaire est organisé. Donc le programme de ce webinaire et les objectifs du temps d'aujourd'hui, donc il s'agit d'avoir un temps un peu de prise de recul pour mieux comprendre les enjeux de l'égalité professionnelle et de la qualité de vie au travail dans l'ESS, en particulier dans le contexte actuel. Et c'est aussi un webinaire qui permettra de présenter une action collective qui va être proposée à partir de septembre pour accompagner les structures de l'ESS en Bretagne dans la mise en œuvre d'actions autour de l'égalité professionnelle et de la qualité de vie au travail. Donc on y reviendra en fin de webinaire. Donc il va y avoir différentes interventions aujourd'hui. Donc on va commencer par un temps un peu de présentation du contexte avec deux interventions donc de David Ison pour la CRES et de Charles Bozonnet pour l'UDES, qui vont nous donner quelques éléments de repère à la fois un peu chiffrés sur l'égalité professionnelle en Bretagne, et puis des éléments aussi en lien avec le dialogue social, quel apport aussi pour l'égalité professionnelle. Il y aura un petit temps de questions-réponses à la fin de cette première séquence, où on pourra traiter quelques questions qui auront été partagées par chat. Ensuite, nous allons avoir une deuxième séquence donc avec Elisabeth Devancal, donc de la RACT, qui va pouvoir aller présenter un petit peu plus en détail les liens entre égalité professionnelle et qualité de vie au travail et santé au travail. Pourquoi ce choix de les associer aussi et de les étudier de façon conjointe. Et aussi, elle fera une petite analyse aussi des enjeux dans le contexte actuel en particulier. Il y aura ensuite, comme je le disais, donc un témoignage de la DAMR des Dolmens à Janzé, donc en Ille-et-Vilaine, avec là une plongée, on va dire, un petit peu plus opérationnelle dans le quotidien d'une structure qui a mis en place des actions en faveur de l'égalité professionnelle. Donc elles pourront nous expliquer pourquoi, quelles actions ont été mises en place dans leur structure et qu'est-ce que ça a apporté. Et puis enfin, donc on terminera par un temps assez court de la présentation, comme je le disais à l'instant, d'un parcours d'accompagnement collectif qu'on propose à la rentrée autour de ces enjeux-là. Voilà. Il y aura un deuxième temps effectivement de questions-réponses après le témoignage de l'ADMR en fonction du temps disponible. Voilà, je crois que j'ai fait le tour des éléments un peu introductifs. Donc un petit rappel donc, pour les dernières personnes arrivées. Donc merci de bien veiller à couper vos micros pendant les interventions, de partager vos réactions et questions par la fenêtre de chat. Et le webinaire étant enregistré, si vous ne souhaitez pas apparaître, vous pouvez couper votre caméra, en sachant que, du coup que la vidéo, l'enregistrement et la présentation vous seront transmis à toutes et tous après le webinaire. Voilà, je vais du coup sans plus tarder laisser la parole à David et Charles pour un premier temps un peu introductif, donc avec quelques repères sur l'égalité professionnelle dans l'ESS en Bretagne et un focus aussi sur le dialogue social. Voilà, David, je te laisse la parole. Merci, bonjour. Tu peux peut-être avancer, voilà. Donc, mon rôle aujourd'hui, c'est de vous amener un petit peu quelques éléments de repère un peu sur la question de l'égalité et de la mixité dans l'économie sociale et solidaire en Bretagne. Donc, il faut savoir que les chiffres là, que je vais commenter aujourd'hui reposent sur un périmètre de l'ESS qui est le périmètre de la loi, donc le périmètre des statuts de l'ESS. Donc, vous serez parfois peut-être surpris sur l'appartenance de certains secteurs dans ce périmètre de l'ESS, notamment il y a l'industrie agroalimentaire ou l'enseignement catholique. Donc, on est vraiment sur le périmètre des statuts. Et les sources de données sont donc des sources INSEE, donc les mêmes sources que l'on utilise pour analyser l'ensemble de l'économie. Ce n'est pas des sources spécifiques à l'ESS. Et aussi, en fin de diaporama, vous verrez des sources issues de la CARSAT concernant la santé au travail. Alors, globalement, quel est le portrait en fait de l'économie sociale et solidaire sur le plan de la mixité? Bon, ça ne vous étonnera pas trop. L'ESS est un périmètre d'activité très peu mixte. On est à 66% de femmes salariées de l'économie sociale et solidaire. Donc, non mixte, ça veut dire qu'on a plus de 60% d'un ou l'autre des sexes.
Donc, globalement, l'ESS est à 66% de femmes. On retrouve un profil qui est très proche en fait, du secteur public, où on retrouve également 66% de femmes, et un écart assez important en fait, avec le reste de l'économie privée, où on est là sur seulement 40% de femmes. Cependant, l'ESS a des petites nuances selon les statuts. On va avoir encore plus de femmes en fait, dans les associations avec 70% des postes, beaucoup moins dans les coopératives, seulement 44% des postes. Alors bien sûr, c'est relié en fait au domaine d'activité des coopératives. Les coopératives en Bretagne, c'est principalement les banques ainsi que l'industrie agroalimentaire et le BTP construction. Donc voilà, des secteurs qui, globalement, sont beaucoup plus masculins dans l'économie. Donc, le graphique sur votre droite vous présente un peu la mixité des secteurs d'activité de l'économie sociale et solidaire. Donc, par ordre décroissant, en fait, de féminisation. Donc, on observe en fait les secteurs en rose sont des secteurs qui sont non mixtes, santé, action sociale, enseignement, animation. Et ces secteurs représentent en fait 62% des emplois de l'ESS. Donc, ça veut dire que globalement, on a quasiment les 2 tiers de l'emploi de l'ESS qui est sur des secteurs d'activité qui ne sont pas mixtes. Si on regarde ces mêmes secteurs dans le secteur privé, le secteur privé, ces secteurs ne représentent que 6% de l'emploi et 34% dans le secteur public. Donc, il faut bien avoir en tête, quand on regarde l'ESS, que sa structuration sectorielle est vraiment très différente du reste de l'économie privée. Donc, il faut comparer ce qui est comparable. D'un point de vue sectoriel, l'ESS a peu à voir avec la structuration sectorielle de l'économie privée. Donc, en vert, vous avez des secteurs mixtes, les activités d'assurance, de banque, du tourisme, la culture, le soutien aux entreprises, le sport. Donc, et ces secteurs mixtes ne représentent en fait que 28% des emplois de l'ESS. Et enfin, l'ESS est très peu présente finalement sur des secteurs à dominante masculine qui représentent que 10% des emplois, le commerce, l'industrie, la construction et l'agriculture. Donc voilà, on voit bien que l'ESS est très polarisé sur des secteurs à dominante féminine, donc principalement ce qu'on appelle les secteurs d'activité du care, donc des activités liées aux soins, donc la santé, l'action sociale et l'enseignement. Voilà, on peut continuer, Anne. Pour continuer sur cette question de la mixité, j'ai fait le choix de vous présenter un peu les principaux métiers de l'économie sociale et solidaire et le pourcentage de femmes présents sur ces métiers. Donc, on voit en fait donc ces métiers-là qui sont listés ici sur ce tableau représentent en fait 50% de l'emploi de l'économie sociale et solidaire. Et vous voyez en rose, en fait, ce ne sont que des métiers qui ne sont pas mixtes. Donc, il n'y a que 2 métiers qui sont en bleu, là, qui sont des métiers qui sont à dominante masculine. Et ce sont en fait les bénéficiaires des dispositifs spécifiques de l'insertion par l'activité économique ou du travail adapté et protégé. Donc, ce sont des catégories de salariés un peu particuliers. Donc, d'une manière globale, on peut considérer que les principaux métiers de l'ESS ne sont pas mixtes, qui sont donc extrêmement féminisés pour certains, puisque sur les aides à domicile, on atteint 86,16% de l'emploi occupé par des femmes. Et globalement, ce qu'on observe, si on regarde un petit peu le reste de l'économie, c'est que ces métiers déjà fortement féminisés dans l'économie le sont encore plus dans l'économie sociale et solidaire. On peut continuer. Alors, si on regarde du côté des cadres, on voit bien que cette mixité, elle commence à réapparaître. On voit réapparaître les hommes, forcément. Du coup, dès qu'on quitte la sphère du bas de l'organigramme et qu'on monte vers les responsabilités, vers les fonctions d'encadrement, on voit réapparaître les hommes dans les fonctions de cadre, de profession intellectuelle supérieure et de dirigeants. Donc, on a un encadrement supérieur qui est mixte et qui est à dominante masculine. Et on retrouve un peu les mêmes stéréotypes qu'on retrouve dans l'ensemble de l'économie, avec dans les métiers de cadre, les métiers liés aux ressources humaines qui sont fortement féminisés, et les métiers plus techniques, liés à l'ingénierie, sont beaucoup plus masculinisés. Bon, ça, du coup, on voit bien que l'ESS ne se différencie pas tellement en fait, du reste de l'économie. En fait, on a un peu les mêmes schémas qu'on retrouve dans l'ESS, avec une petite nuance où on retrouve malgré tout, globalement, un petit peu plus de femmes dans le reste de l'économie. Mais globalement, ce n'est pas très, très significatif.
Si on regarde sur le plan, donc là, on a vu un plus des éléments sur la mixité. Si on regarde des éléments autour des inégalités, du point de vue des contrats, on s'aperçoit qu'en fait, on a 79% de femmes en CDI contre 73% des hommes. Donc là, on a une situation qui est un petit peu plus favorable aux femmes, mais en fait, qui est assez biaisée en fait, par des dispositifs comme l'insertion par l'activité économique et le travail adapté et protégé, qui, du coup, des secteurs, donc c'est les bénéficiaires de ces dispositifs qui sont principalement des hommes, enfin en grande majorité des hommes, ce qui fait que ça nous biaise en fait ces données sur le poids sur l'importance des CDI parmi les postes masculins. Et en fait, du coup, il y a assez peu d'écart. Par contre, ce qui est intéressant de constater, c'est que finalement, dans ces secteurs de l'insertion et du travail adapté et protégé, on a des dispositifs qui sont plus orientés vers l'insertion des hommes que l'insertion des femmes. Donc, il y a une inégalité plus du côté de dans la mise en œuvre de l'activité, plus qu'une inégalité liée en fait à la structure de l'emploi. On peut remarquer donc, et ce qu'il faut dire aussi, c'est que du coup, pour être plus précis, ces activités développent des supports d'insertion en fait, qui sont assignés aux hommes dans l'économie, l'entretien des espaces verts, toutes les activités de recyclage et de réemploi qui sont plus masculinisées. On peut continuer. Les conditions d'emploi, c'est-à-dire le temps de travail, on s'aperçoit en fait que 63% des hommes sont à temps complet contre 50% des femmes. Donc, on a un portrait global de l'ESS, tous sexes confondus, avec une forte prévalence du temps partiel, puisqu'on dépasse les 70% en fait dans le reste de l'économie. Je crois qu'on doit être à trop de 73%. Du coup, dans l'ESS, on est sur un taux de temps complet, tout sexe confondu, qui est très bas et qui l'est encore plus pour les femmes, avec un écart important. 63% des hommes sont à temps complet contre 50% des femmes. Donc cet écart un peu homme-femme reflète la ségrégation verticale des sexes au sein des secteurs, avec une concentration des femmes, comme on l'a vu, sur les métiers d'employés, avec qui ont un plus fort taux de temps partiel. Et à l'inverse, les métiers mixtes ou à dominante masculine ont une faible proportion de temps partiel. Mais ce qui est assez marquant en fait dans l'économie sociale et solidaire, c'est quels que soient les CSP, quels que soient les métiers de cadre ou même d'employés, on a systématiquement un taux de temps partiel qui est beaucoup plus élevé chez les femmes. Sur les écarts de rémunération, on constate assez peu en fait, d'écart hommes-femmes sur les métiers d'employés. Donc, on est autour de 3% souvent sur les métiers de femmes. Mais en même temps, c'est assez plus significatif parce que c'est des métiers où il y a très peu d'hommes. Par contre, on retrouve, à l'instar de ce qu'on observe dans l'ensemble de l'économie, des écarts qui sont beaucoup plus marqués sur les métiers de cadre, où là, ça peut exploser. On est à parfois jusqu'à 35% d'écart hommes-femmes sur un même métier entre donc, on a donc ces écarts reflètent à la fois un peu de la ségrégation horizontale des sexes un peu dans l'ESS. Forcément, un métier de chargé de com dans l'action sociale, il est bien moins rémunéré qu'un métier de chargé de com dans la banque ou l'industrie agroalimentaire. Mais ce qu'on peut constater d'une manière globale, c'est qu'on a, si on regarde métier à métier, on a des écarts qui sont un petit peu moins marqués que dans le reste de l'économie. Après, on passe sur la santé. Juste finalement, pour regarder un petit peu le portrait de l'ESS, on a une situation, un portrait global où ce qui est très saillant, c'est la non-mixité de l'économie sociale et solidaire. On a des inégalités qui sont finalement assez proches de celles du reste de l'économie. L'ESS n'est pas plus vertueuse que le reste de l'économie. Donc, voilà, il faut qu'on... C'est important de voir qu'en fait, il n'y a pas une situation qui est très différenciée dans l'économie sociale et solidaire. La différence de l'ESS, c'est qu'elle a une concentration sectorielle sur des métiers et des secteurs d'activité du CARE, donc très féminisés. Si on regarde les données de santé au travail, forcément, vu qu'on a une structure de l'emploi très marquée par une proportion de femmes très élevée, on a une très forte importance des femmes dans les accidents de travail. Donc, ces données sont issues de l'observation de la CARSAT, d'une observation du tissu associatif.
Et on observe qu'on a 22% des femmes victimes d'accidents de travail en Bretagne qui sont des salariés associatifs et seulement 4% des hommes. Donc, ce qui fait qu'on a une très forte importance en fait, des femmes dans les accidents de travail. Les femmes totalisent 73% des accidents de travail dans les associations, contre seulement soit 28% dans le privé. Donc, on est en plus, donc les femmes représentent 73% des accidents de travail, mais elles ne représentent que 70% de l'emploi. Donc, il y a une surreprésentation des femmes dans les accidents de travail. On observe que c'est surtout dans les secteurs de l'action sociale, notamment de l'aide à domicile et de l'hébergement médico-social de personnes âgées, qu'on a le plus d'accidents de travail chez les femmes. Et notamment, c'est sur des métiers d'employés et du soin. Les femmes sont beaucoup plus exposées du coup que les hommes, puisqu'elles sont vraiment sur le terrain, au contact des publics, alors que les hommes, eux, sont dans les fonctions d'encadrement et naturellement sont beaucoup moins exposés au risque d'accident de travail. À côté de ces questions d'accidents de travail, on a une très forte prévalence des accidents de trajet chez les femmes. Donc 71% des accidents de trajet sont le fait de femmes dans les associations, avec des secteurs où on a vraiment une surreprésentation à l'animation, à l'hébergement médico-social et la formation, où on a énormément d'accidents de trajet. Et dans la même logique, sur le plan des maladies professionnelles, on a 80% des maladies professionnelles du milieu associatif qui sont le fait de femmes, donc contre 70% de l'emploi. Voilà, ce sera tout pour cette. J'étais un peu vite. Vous pourrez reprendre après ce document. Je vous mettrai dans le chat des documents pour approfondir ces sujets, la publication sur les questions d'égalité dans l'ESS et puis la publication sur la santé au travail. Voilà. Merci David pour ces premiers repères chiffrés. Charles, je te laisse prendre la main. Oui, ça marche. Si vous m'entendez bien. C'est bon, ok. Donc oui, à ce stade, ça nous semblait assez intéressant aussi de compléter finalement le diagnostic là, que David a très bien dressé, je dirais, avec aussi un enjeu autour du dialogue social en fait, qui est un levier évidemment pour agir sur ces enjeux qui ont été ici partagés. Et quelques messages clés finalement. Dire que les enjeux qu'on a ciblés ici, qui ont été rappelés, ils ont fait aussi l'objet d'un diagnostic paritaire. Donc quand j'entends paritaire, là pour le coup, j'entends plutôt organisation professionnelle d'employeurs et organisation syndicale représentative des salariés qui sont représentés au niveau des entreprises, des branches ou au niveau national. Et donc un vrai travail a été mené là-dessus, et je pense que c'est aussi important de le dire au niveau de l'ESS, que l'ESS se saisit de ces enjeux-là aussi à travers le dialogue social. Et ça s'est concrétisé en 2015, dès 2015 avec la signature donc par l'UDES, donc l'Union des employeurs de l'ESS, avec les syndicats de salariés bien sûr, en fait d'un accord multiprofessionnel. Alors je vais revenir sur cette notion tout à l'heure aussi dans l'aspect concret, sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Le sujet en fait est assez simple, c'est de dire que l'UDES en tant qu'organisation patronale, avec les syndicats de salariés, demande au fait en branche sur un certain nombre d'enjeux que je vais présenter juste après, demande aux branches professionnelles, c'est-à-dire à l'ensemble des secteurs, mutualité, animation, tourisme, sport, de l'ESS, de conclure des accords engagés, je dirais, sur cet enjeu de l'égalité professionnelle. Et ensuite, ces accords, évidemment, ils vont pouvoir s'appliquer dans toutes les entreprises, donc au sens du code du travail, dans toutes les structures, associations, coopératives, mutuelles qui relèvent de l'ESS, qu'elles soient ou pas adhérentes d'ailleurs à une organisation professionnelle. Donc ça, c'est un premier message qu'on peut faire passer, c'est que le code du travail, les branches professionnelles, les accords qui ont été signés s'appliquent à l'ensemble des structures de l'ESS, qu'elles soient ou non adhérentes directement d'une organisation professionnelle. Donc c'est aussi une responsabilité en tant qu'employeur, en tant que dirigeant de structure qui nous incombe. Peut-être un chiffre, on en a eu beaucoup, mais un chiffre qui dit là aussi beaucoup sur ce sujet. Si je prends sur l'ensemble des accords d'entreprises qui ont été signés en France en 2018 sur la thématique de l'égalité professionnelle, donc toute structure, toute entreprise, tout secteur confondu, l'ESS représente 16% de ces accords.
Ce qui est plutôt pas mal parce qu'on sait, au niveau national en tout cas, que l'ESS représente 10% de l'emploi en France. Donc ça veut dire qu'il y a quand même disons une surreprésentation de l'ESS dans ces accords égalité professionnelle. Ça montre que nos structures, nos secteurs sont assez engagés, même s'il y a évidemment encore beaucoup de choses à faire sur cet enjeu-là. Donc peut-être pour aller plus dans le détail, j'ai parlé de l'accord multiprofessionnel, hein, donc qui est national, qui s'applique à l'ensemble des structures de l'ESS, hein, qui a été signé en 2015. Les points clés, il y en a que j'en ai rappelé quelques-uns ici. C'est évidemment d'être sur une logique d'engagement assez fort en fait des représentants salariés employeurs en faveur de l'égalité effective. Donc pas uniquement rappeler les obligations du code du travail, mais c'est d'aller un peu plus loin évidemment, d'agir sur les conditions de travail. David l'a dit, hein, sur la question aussi de la santé au travail, sur la question de la qualité de vie au travail, on va le voir tout à l'heure. Il y a des vrais liens, il y a des vrais impacts et donc d'agir sur ces enjeux-là. D'objectiver aussi tous ces éléments, notamment à travers les processus de recrutement. C'est souvent une étape très importante. Ça commence par là, quand on recrute un collaborateur, de pouvoir aussi le faire de manière ben, voilà, le plus objectif possible et en ne discriminant pas a priori sur à cette étape-là. Ça passe par la formation, ça passe par d'autres outils, l'entretien professionnel. Dans la question de la progression de la carrière, c'est évidemment un outil super important en tant que dirigeant, cadre de structure de l'ESS sur lequel on peut s'appuyer. Les instances de gouvernance aussi, et puis également le CSE, hein, qui regroupe les organisations syndicales et les représentants de la structure. On va tout à l'heure entendre la DMR là-dessus et voilà, c'est vraiment un levier très important de discuter avec les salariés pour faire émerger ces sujets-là. Et puis voilà, au-delà, hein, sur évidemment les critères de classification. Donc là, on parle des salaires, hein, bien entendu, de pouvoir réévaluer ces critères-là à l'aune de l'égalité salariale, bien sûr. Et puis, évidemment, toutes les procédures et la prévention en matière d'harcèlement ou d'agissement sexiste dans l'entreprise. Donc peut-être, pour aller plus dans le concret, je dirais, dire aujourd'hui que, sur 14 branches signataires, il y en a 10 qui l'ont signé cet accord, donc on peut dire que c'est pas assez, il en manque 4, mais déjà 10. Donc, alors je vois acronyme du CSE, c'est les conseils social et économique. C'est l'instance représentative du personnel. C'est le nouveau nom de l'instance représentative du personnel. C'est l'instance qui est élue. Vous élisez les salariés, les représentants des salariés et qui discutent des enjeux de dialogue social, salaire, qualité de vie au travail, etc. Sur ces enjeux. Donc on va revenir tout à l'heure parce que le témoignage va traiter notamment de cet enjeu. Donc, les branches sur lesquelles, finalement cet accord, aujourd'hui s'applique, aujourd'hui, c'est la branche de l'animation, hein, son nouveau nom, qui est la branche éclat. Sur les ateliers chantiers insertion, sur Pactarim, donc là on est plutôt dans l'habitat, dans le secteur de l'habitat. Sur le sport, sur les acteurs du lien social et familial, donc tout ce qui est centres sociaux et crèches. Donc là, c'est des secteurs en plus qui sont en train de renouveler ces accords, donc ils sont en train de mettre à jour toutes les dispositions. Et d'autres secteurs l'ont également signé en 2017, notamment la radiodiffusion, les missions locales, le tourisme social et familial, les organismes de formation et la mutualité, là, tout récemment. Donc si vous êtes, je dirais, une structure qui relève d'un de ces secteurs-là, eh bien, je vous invite à aller voir, là j'ai mis les références et on pourra les envoyer ensuite, vers les accords de branche qui s'appliquent à vos structures. Alors très, très précisément, très concrètement, j'ai pris un exemple pour y voir plus clair. C'est la question, par exemple, de la prise en charge des frais de garde d'enfants. On sait que, en tout cas, voilà, le code du travail ne prévoit aucune obligation de prise en charge par l'employeur, hein, des frais liés à la garde d'enfants. Et donc voilà, c'est un fait. On peut le déplorer. Et donc, conformément à l'accord multiprofessionnel signé par l'UDES, donc je l'ai dit, bah, les branches ont été invitées à négocier sur ces enjeux et à s'engager là-dessus. Et je prends là l'exemple de l'accord de la branche de mutualité qui est le plus récent, qui sont engagés et dans cet accord, bah, vous avez cette phrase, alors c'est une phrase aujourd'hui qui existe, qui est de dire, bah, voilà, les organismes mutualistes étudient la possibilité de mettre en place des dispositifs de participation aux frais de garde d'enfants. Alors c'est pas une obligation, c'est une possibilité, mais les mutuelles sont incitées à le faire. Et on le voit par exemple sur des accords d'entreprise, j'en ai pris 3 là en exemple, sur Solimut Mutuelle par exemple, qui prévoit une prime par jour de crèche de 7 euros. Dans la limite, ça, elle est fixée par la loi de 1 830 € par an. La possibilité également de réserver un berceau au sein d'une crèche interentreprise, par exemple. Voilà un exemple très, très précis, très concret. Adrea Mutuelle, une autre mutuelle qui prévoit la compensation pour garde d'enfants en cas de formation, par exemple, en dehors des horaires de travail. Donc, si vous êtes un salarié, que vous êtes amené à être formé en dehors de vos horaires de travail, cette mutuelle prévoit la compensation
pour le faire. Et puis, la mutualité retraite Côte d'Armor aussi qui prévoit une indemnité pardon, compensatrice, également pour compenser le surcoût de la garde des enfants. Donc vu que mon temps a été écoulé, je vais juste terminer sur, au-delà de ces exemples concrets, sur un guide également qui a été publié par l'UDES et les organisations syndicales, qui présente, l'ensemble des mesures là que j'ai essayé de présenter rapidement dans le cadre de cet accord, qui présente aussi un outil d'autodiagnostic pardon, pour essayer de vous positionner sur ces sujets et puis tout un ensemble de fiches pratiques, je les ai détaillées juste après. Du coup, 12 fiches pratiques sur, tous les enjeux, voilà, à travers la formation, à travers les conditions de travail, à travers, les responsabilités aussi, et tous ces enjeux-là. Donc, je vous avez ici le lien, on vous renverra tout ça. Voilà, ça nous semblait intéressant aussi de dire que le dialogue social peut être aussi un levier sur cet enjeu-là. Voilà. Merci Charles, pour ces compléments. Je ne sais pas s'il y a des questions parmi les participantes et participants sur les 2 interventions qui ont eu lieu, à la fois celle de David sur les éléments un peu chiffrés et puis celle de Charles sur les éléments en lien avec le dialogue social. Et moi, j'avais une question, si on m'entend. Oui, on vous entend. D'accord. Donc, je suis Sylvie Marek, référente de Parcours Pli sur le territoire du Finistère, Landerneau. J'accompagne les demandeurs d'emploi sur leurs projets professionnels. Et quand on parle de temps partiel, tout à l'heure, on évoquait le temps partiel par les femmes, personnel féminin. On a eu tendance à dire que le temps partiel était choisi plus ou moins par rapport à la vie familiale, l'adéquation entre les enfants et la vie professionnelle. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est toujours le cas ou le temps partiel peut être plus subi qu'il y a quelque temps ? Merci. Je ne sais pas qui veut répondre, si David ou Charles, vous avez des Je éléments. peux donner on n'a pas d'éléments de quantification de cette question de temps partiel subi ou choisi dans l'économie sociale et solidaire. Après, ponctuellement, il y a des études qui questionnent cette question de temps partiel subi ou choisi. Et notamment, j'ai en tête une étude sur le pays de Brest, sur les aides à domicile, et qui disait que c'était un temps partiel choisi parce que au-delà de 80%, le métier n'était pas tenable. C'est-à-dire que ce qui ressortait de l'étude, c'est que finalement, les personnes ne prenaient pas du temps complet parce que ce n'était pas vivable. Donc voilà, cette question, je trouve que c'est une question complexe, cette temps partiel subi, choisi, à partir de quelles contraintes. Mais en tout cas, on a peu d'éléments aujourd'hui pour l'apprécier. Merci David. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Vous pouvez aussi également les poser dans D'accord, le chat. merci. Dans la fenêtre de discussion aussi, elles pourront être relayées. S'il n'y a pas forcément d'autres questions, on peut passer à la suite et puis il y aura un autre temps de questions-réponses un peu plus tard dans le webinaire où vous pourrez poser vos autres questions. Voilà, je vais maintenant laisser la parole à Elisabeth Devancal, donc de l'ARACT Bretagne, qui va pouvoir aller présenter des éléments pour comprendre quels sont les liens entre l'égalité professionnelle, la qualité de vie au travail et la santé au travail, quels sont les enjeux, et notamment dans la situation actuelle. Elisabeth, je te laisse la parole. Oui, merci. Alors, on va commencer. Bonjour à toutes et tous. On va justement commencer par le contexte de crise actuelle, de crise sanitaire. Quelques éléments finalement pour constater que ce contexte a mis un coup de projecteur sur des inégalités finalement qui sont structurelles entre les femmes et les hommes dans le travail. Et je vous présenterai du coup trois axes qui ont pu être mis en valeur, les questions de conditions de travail, de conditions d'emploi et d'articulation des temps. Alors, tout d'abord, sur les conditions de travail et risques professionnels, donc, ça a été évoqué dans les chiffres précédents, on sait structurellement, les femmes sont plus présentes dans des métiers de service, dans des métiers de soins et d'éducation, ces mêmes métiers qui ont été particulièrement exposés dans le contexte de crise sanitaire, puisque les activités ont perduré. Structurellement, des métiers dans lesquels s'accumulent des conditions de travail qui peuvent être complexes, de la pénibilité et des risques professionnels.
du côté des risques professionnels, ce qu'on constate, c'est qu'il y a cumul de risques professionnels de nature différente. Alors, on pense dans le contexte actuel aux risques infectieux, mais pas que ce risque-là. Les risques psychosociaux ont été très présents et restent très présents dans les activités de service, dans les activités de soins. Les risques physiques également, même s'ils ont été plus travaillés peut-être, mais ces trois familles de risques professionnels se cumulent et peuvent se combiner les uns aux autres. Ce qu'on constate dans les métiers où les femmes sont majoritaires, dans ces métiers de la santé et d'éducation ou dans les métiers de service, c'est que souvent, les risques professionnels, les facteurs de pénibilité sont sous-évalués, moins de démarches d'action travaillées par les entreprises. Et donc, on ne se rend pas forcément compte de la nature et de la gravité ou de la fréquence de ces risques. Et puis, pour certains risques, notamment, on peut penser aux risques psychosociaux, des risques qui sont quelquefois invisibles. Alors, le mot peut un petit peu étonner, ou l'adjectif peut étonner, mais invisible pour deux raisons. On a encore quelquefois des stéréotypes qui pensent que ça fait partie du métier. Ah oui, les tensions, les émotions qui peuvent être quelquefois difficiles font partie d'un métier de soins ou de prise en soin de personnes. Ce n'est pas parce que ça fait partie du métier que ça n'est pas des risques réels. Ou invisibles également parce qu'il se passe finalement en dehors du regard, on va dire, d'un collectif de travail. Beaucoup d'activités sont des activités qui peuvent se réaliser en tête-à-tête avec un bénéficiaire, à un domicile, dans une chambre, dans une salle de classe, pas au regard d'un collectif, avec quelquefois une difficulté pour les travailleuses ou les travailleurs à exprimer les situations de travail vécues ou les risques qu'ils ont pu vivre. Voilà. Des effets à cette situation qui ont été particulièrement prégnants là, durant cette dernière année, des indicateurs de santé au travail qui sont en alerte pour les femmes. Alors, depuis un an, mais si on reprend les statistiques que David a évoquées pour la Bretagne ou qu'on retrouve dans tous les secteurs d'activité en Bretagne ou en France, des indicateurs de maladies professionnelles, d'accidents du travail, d'accidents de trajet, donc on prend les trois familles qui sont vraiment en alerte et en dégradation pour les femmes, si on compare par rapport à la situation ou à ces mêmes indicateurs pour les hommes. Deuxième effet possible, des effets ou des impacts sur les parcours professionnels, la question sur le temps partiel là, qui était évoquée juste à l'instant, entre temps partiel choisi parce qu'on ne peut pas durer dans le métier ou qu'on ne peut pas l'exercer à temps complet. Voilà, probablement, et on le voit, des impacts sur les parcours professionnels qui sont plus courts, qui sont interrompus avec des risques d'usure importants. Alors, dans la période actuelle, je vais vous citer, là, on va le voir dans une infographie qui arrive juste après, une enquête de la DARES a montré que sur les métiers de soins, il y avait eu un sentiment d'utilité accru, c'est vrai, donc des effets positifs, mais potentiellement, sur la durée de la période de crise et puis peut-être dans les semaines ou les mois à venir, un risque de perte de sens sur certains métiers. Et enfin, on le constate aujourd'hui et pour les participants qui sont sur ces activités de soins médico-sociales, des difficultés importantes actuelles, là aussi persistantes et durables, mais qu'on perçoit également très fortement durant l'été qui s'amorce, de difficultés de recrutement sur certains métiers dans lesquels les femmes sont majoritaires. Alors, je vous citais une enquête là, que je vous incite vraiment à regarder avec une infographie qui est très intéressante, une enquête de la DARES qui vient de sortir, qui s'appelle l'enquête Trakov, qui a été réalisée auprès de 17 000 répondants ou répondantes en activité pendant la crise sanitaire, et l'enquête a été réalisée sur le premier trimestre 2021. Elle a permis, alors l'enquête portait sur finalement quelles conséquences de la crise sanitaire sur les conditions de travail et les risques psychosociaux. Et la DARES a identifié 4 catégories de travailleurs, travailleuses, selon les situations de travail vécues et les métiers. Alors, pour 50% finalement des répondants, peu d'impact.
je vais vite sur ces 50%. Pour 5% des répondants, finalement, une accalmie. On pourrait dire du meilleur dans les conditions de travail dans la situation actuelle. Et puis, c'est là où on va s'intéresser à ces deux dernières catégories. Pour 35% des répondants, alors les couleurs ne sont peut-être pas très fortement différenciées, mais j'ai repris les couleurs de l'enquête de la DARES. Une intensification des conditions de travail. Et enfin, pour 10% des répondants, une dégradation forte des conditions de travail et des effets de ces conditions de travail. Quand on regarde pour ces deux dernières catégories, donc les répondants qui ont ressenti une intensification et une dégradation de leurs conditions de travail, et ce qui apparaît clairement dans les données de la DARES, c'est que les répondants sont en majorité des femmes pour ces deux catégories, dans les mêmes métiers que l'on a cités précédemment, des métiers de service, de soins, d'éducation, avec à la fois effectivement peut-être des collectifs qui se sont renforcés, un sentiment d'utilité accru, mais des risques professionnels très fortement ressentis. Je ne vais pas plus loin sur cette illustration, mais vraiment, je vous renvoie à cette enquête de la DARES là, qui vient juste de sortir et qui est beaucoup plus complète que ce que je vous évoque, qui est également à mettre en lien avec une autre enquête de la DARES pour laquelle on vous donnera un lien, qui montrait que les métiers particulièrement exposés pendant la situation de crise sanitaire sont là aussi les métiers des femmes, avec structurellement, occupés par des femmes, avec structurellement des écarts dans les risques professionnels rencontrés. Deuxième constat que l'on peut poser sur les conditions d'emploi et d'accès au télétravail dans la période actuelle, ce qui est constaté, c'est que dans les secteurs d'activité avec une majorité de femmes, tels que le tourisme, l'hôtellerie, la restauration, la culture, donc qui sont des métiers de l'ESS, il y a eu un recours massif au chômage partiel, vous le savez bien sûr, ces métiers occupant majoritairement, comme David vient l'évoquer, des femmes. Donc finalement, des femmes plus concernées par des mesures de chômage partiel, certes, qui sont protectrices, mais qui amènent des baisses de rémunération et potentiellement dans la durée ou à la reprise, un risque sur l'emploi peut-être plus important. Deuxième constat sur l'accès au télétravail selon les métiers, ce qui a pu être constaté, alors femmes et hommes ont plus eu accès au télétravail dans la situation présente, mais finalement, il y a quand même un écart qui s'est creusé entre les femmes et les hommes, avec pour les femmes un maintien en présentiel un peu plus fort ou un appel aux mesures de chômage partiel plus fort, du fait de l'inégalité d'équipement informatique sur les métiers et du fait d'une moins grande maîtrise initiale, dans certains cas, de l'usage des outils informatiques. Donc, quand on regarde dans le détail, finalement, l'accès au télétravail ne s'est pas passé exactement de la même façon. Alors, j'ai évoqué déjà les effets de ces deux situations en termes de conditions d'emploi et d'accès au télétravail, avec des risques sur la perte de rémunération d'emploi, un sentiment d'inéquité sur lequel on est très attentifs tous, entre ceux qui ont travaillé ou pas, ceux qui ont eu accès ou pas au télétravail, et ceux qui pourront garder des modalités de travail qui ont pour partie été appréciées. Alors, je renvoie là, en termes d'illustration, à une enquête que nous avons réalisée à l'ARACT Bretagne. Alors, c'était l'année dernière, en mois d'avril 2020, sur la première période de confinement, sur l'appréciation que les répondants pouvaient avoir sur le télétravail avec une analyse genrée que nous avons pu faire. Finalement, alors, vous retrouverez des couleurs, je vous laisse découvrir le graphique, vous retrouverez des couleurs connues, puisqu'en violet, nous avons des histogrammes pour les femmes et en bleu pour les hommes. Systématiquement, là, sur les dimensions qui apparaissent, c'est-à-dire l'appréciation sur l'environnement numérique, adapté ou pas, l'environnement matériel, l'espace de travail en télétravail, la fréquence du lien et des réunions d'équipe, du lien avec les collègues, les possibilités d'adaptation des horaires de travail et le ressenti de fatigue. Pour toutes ces dimensions, les femmes qui ont répondu à cette enquête
ont une appréciation moins favorable de l'exercice ou des conditions de réalisation de leur travail en télétravail sur cette période. Cette enquête a concerné 1000 répondants en Bretagne. Vous avez là les données pour la Bretagne, alors tout secteur d'activité. Enfin, un dernier coup de projecteur, là aussi qui révèle des inégalités structurelles sur l'articulation des temps de vie professionnels et personnels. Alors, je vais aller un peu plus vite peut-être parce que c'est des constats qui sont vraiment connus, qu'on vient d'évoquer à l'instant sur les durées de travail qui peuvent être plus faibles, avec des horaires souvent atypiques pour les métiers à plus fort effectif féminin. Ce qui est également connu, c'est un cumul des charges professionnelles et de parentalité peut-être plus fort pour les femmes. Mais ce que l'on peut constater sur la période, notamment de confinement, et les graphiques vont le montrer, Anne, tu peux les présenter, c'est que durant cette période, là aussi, les écarts ont pu se creuser, même s'ils existaient précédemment, de déséquilibre entre les femmes et les hommes sur la prise en charge des tâches domestiques et sur la prise en charge des temps consacrés aux enfants, notamment l'école, on peut penser à la maison. Alors, vous le regarderez peut-être plus précisément après, mais pour les histogrammes, les deux premiers sur la gauche du graphique concernent les temps consacrés aux tâches domestiques et les deux derniers aux enfants, les tâches consacrées aux enfants. Première colonne pour les femmes, on voit finalement que sur les tâches domestiques, plus de 50% des répondants donc, qui sont les femmes, enfin 50%, enfin pardon, excusez-moi, les femmes qui ont répondu considèrent qu'elles ont passé plus de 2 heures, voire plus de 4 heures aux tâches domestiques, là où pour les hommes, on est à 25%, donc un écart vraiment très significatif. J'espère avoir été assez claire dans ce constat. Et pour les tâches consacrées aux enfants, alors l'écart est moindre, un écart de 10 points quand même sur les constats qui ont été faits. Pour les femmes, 75% ont passé plus de 2 heures, voire 4 heures, effectivement, sur leur journée de travail, sur leur journée consacrée à leurs enfants, et un écart de 10 points pour les hommes, avec, on l'a constaté, un sentiment de culpabilité et vis-à-vis du travail et vis-à-vis de la vie familiale, en tout cas au moment du premier confinement, à arriver à tout assumer. Voilà pour ces constats, alors qui sont repris sur ce slide, je ne les reprends pas, hein, tous les effets qui ont pu être constatés sont repris sur la gauche de ce slide. Pour nous, c'est autant d'éléments, effectivement, du point de vue des conditions de travail, de la santé, des conditions d'emploi et de l'articulation des temps qui sont à prendre en compte et qui nous incitent là à échanger aujourd'hui sur l'intérêt et les enjeux de prendre en compte l'égalité professionnelle, la qualité de vie au travail et les questions de santé au travail dans le contexte actuel et dans le contexte de reprise d'activité. Alors, pour poursuivre, assez facilement, au sein du réseau ANAC-Daract, on associe les questions d'égalité professionnelle, qualité de vie au travail et santé au travail. Et donc, je voulais vous partager avec vous les liens que l'on peut faire. Alors, premier lien, finalement, entre ces 3 domaines, des enjeux communs. Quand on agit sur l'égalité professionnelle, quand on agit sur la qualité de vie au travail et la santé au travail, c'est pour des mêmes raisons, pour des mêmes enjeux. La première raison, on pourrait dire, c'est de répondre aux attentes personnelles ou individuelles des salariés. Ils et elles en ont sur ces 3 dimensions. C'est également pour contribuer au projet, à la performance opérationnelle et sociale. C'est bien sûr pour être en conformité avec la loi, avec les accords sociaux qui sont signés par les partenaires sociaux. Alors, Charles nous a bien évoqué toute l'action des partenaires sociaux dans l'ESS, mais on peut aussi citer un accord qui s'appelle Accord en faveur de l'égalité professionnelle et de la qualité de vie au travail, qui a été signé par les partenaires sociaux interprofessionnels et qui date de 2015, qui, j'ai cité son nom, qui porte à la fois une volonté d'agir sur la qualité de vie au travail et l'égalité professionnelle. Donc cet accord est vraiment intéressant et pour nous, c'est un accord de référence. Et puis, dernier enjeu partagé entre égalité professionnelle, qualité de vie au travail et santé au travail,
c'est les questions d'attractivité et de fidélisation des salariés. On sait bien que quand il n'y a pas d'égalité, quand il n'y a pas de qualité de vie au travail et surtout quand il y a des dégradations en matière de santé au travail, il y a du turnover et il y a difficulté à recruter. Deuxième lien que l'on fait assez naturellement, et là aussi qui nous est dicté par l'accord que je viens de citer, donc l'accord en faveur de la qualité de vie au travail et de l'égalité professionnelle. Vous voyez bien que dans son titre, il associe tout naturellement égalité professionnelle et qualité de vie au travail. Dans son contenu, il associe également les questions de santé au travail. Vous voyez là au travers de ce qu'on appelle notre marguerite, les différentes dimensions qui sont définies et portées par cet accord et qui sont des dimensions travaillées quand on agit en matière de qualité de vie au travail. L'égalité professionnelle a toute sa place et la santé au travail également, et puis d'autres domaines d'action qui vont permettre d'agir sur ces trois enjeux d'égalité, qualité de vie au travail et santé, notamment les relations au travail, le contenu du travail, le management, la possibilité de s'engager durablement dans le travail et puis les enjeux de parcours professionnel. Enfin, troisième lien que l'on fait, nous, dans nos démarches d'accompagnement des entreprises ou des associations, de toute structure de l'ESS ou tout secteur d'activité, finalement, les conditions les conditions qui sont nécessaires pour agir en matière d'égalité professionnelle, de qualité de vie au travail et santé au travail sont les mêmes. Vous les voyez là à l'écran sous forme de rouage. La première condition d'efficacité sur des démarches d'action, c'est bien sûr l'engagement de la direction. C'est une condition indispensable pour toute démarche sur les sujets de conditions de travail, de santé au travail. La deuxième condition, et elle a été largement évoquée, alors conditions favorables et conditions de réussite, c'est l'engagement des partenaires sociaux, c'est l'appui sur le dialogue social et grâce au dialogue social et au dialogue professionnel entre métiers. C'est une condition vraiment très utile pour agir sur ces domaines. Et enfin, pour agir sur l'égalité professionnelle, sur la santé au travail, voilà, dans l'opérationnalité, on va le voir avec le témoignage de l'ADMR, ce qui est vraiment important, c'est de prendre en compte le travail des uns et des autres, des unes et des autres, le travail tel qu'il se réalise dans ces conditions, de prendre en compte qui travaille, femmes et hommes, à quel emploi, dans quelles conditions, exposés à quel risque, donc de finalement prendre en compte ce qu'on appelle les populations au travail et de pouvoir en discuter. Voilà, de discuter de le travail, comment il se passe, quelles sont les conditions réelles, quels sont ses effets, et c'est peut-être ce qu'on va voir au travers du témoignage qui va suivre. Voilà pour les éléments que je voulais partager avec vous. Merci Elisabeth. Donc effectivement, les questions sur l'intervention d'Elisabeth, on les posera après le témoignage. Là, on va faire un paquet un peu groupé. Donc l'idée, c'était d'apporter aussi un témoignage concret lors de ce webinaire. Donc avec le témoignage de Lise Pérouzet, directrice de l'ADMR des Dolmens, et d'Anne-Sophie Malnoé, qui est secrétaire du CSE de ce même ADMR. Donc, on va faire cette intervention sous forme un peu de questions-réponses. Et donc, Elisabeth, je te laisse la main. Oui, je continue du coup et je rectifie, j'ai fait une coquille dans un de mes slides, mais qui sera rectifiée dans le support, et ça me permet de répondre à Émilie aussi, qui a été présentée et qui sera bien sûr accessible et envoyée aux participants. J'ai fait une coquille. Merci à mon collègue Florent de la rectifier. L'accord en faveur de la qualité de vie au travail et de l'égalité professionnelle date de 2013 et pas de 2015. J'ai fait une erreur sur un chiffre en tapant la date. Alors, merci à Madame Pérouzet et Madame Malnoé d'être avec nous aujourd'hui pour votre témoignage. Nous avons travaillé ensemble sur une démarche d'action en faveur de l'égalité professionnelle et je vais me permettre effectivement du coup de vous poser quelques questions pour nourrir votre témoignage. Peut-être tout d'abord, pouvez-vous nous donner des éléments de présentation de l'ADMR Dolmens? Oui, bonjour à tous et à toutes.
Donc, l'association ADMR des Dolmens JRS, c'est une association loi 1901, gérée par un conseil d'administration où il y a à la fois des bénévoles et des représentants salariés. Nous intervenons dans le champ médico-social avec une activité essentiellement centrée sur les services à la personne, qui mobilise une centaine de salariés. Et puis, alors, nous n'échappons pas à ces constats que vous avez dressés en début de présentation, à savoir un très fort taux d'emploi féminin. Ce qui est intéressant de vous dire, c'est que nous avons une grande diversité des services proposés ici, que ce soit à la fois dans les métiers d'intervention à domicile, mais également dans nos locaux. Et ça, c'est un peu plus atypique pour des structures ADMR. Nous avons une crèche avec des très jeunes enfants accueillis, mais également un accueil de jour qui fonctionne dans nos locaux. Une très grande diversité des métiers, puisqu'on a une vingtaine de métiers proposés au sein de l'association. Voilà. Du coup, Anne, je ne sais pas si on peut voir à l'écran, ça sera peut-être plus agréable, Madame Pérouzet et Madame Malnoué. Alors moi, je ne vous vois pas. Voilà, super, merci. J'aime bien voir les visages et ça fait plaisir de vous retrouver, même masquées, mais toutes les deux. Donc, j'évoquais, effectivement, on a travaillé ensemble, mais ça commence à dater, mais peut-être que le sujet de l'égalité professionnelle ou ses différentes dimensions est toujours d'actualité, vous nous le direz. C'était il y a plus de 5 ans. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi à l'époque vous avez souhaité agir dans ce domaine de l'égalité professionnelle? Écoutez, au départ, ça a été pour répondre à une injonction que nous avions reçue de la Directe. Donc, c'est une motivation, comment dirais-je, très intéressée. Au-delà de ça, c'est vrai qu'on avait aussi un contexte particulier de mise en œuvre de notre CHSCT. Ça coïncidait avec l'obligation pour nous d'installer le CHSCT. Et je me suis saisie de la proposition que nous a adressée la RACT, de participer à une démarche de cluster, en m'en référant très vite, bien sûr, au conseil d'administration de l'association, et puis surtout aux élus du CSE, puisqu'il fallait, c'était une condition, pouvoir participer dans le cadre d'un binôme. Voilà, donc Anne-Sophie a accepté. À l'époque, j'étais donc secrétaire, je ne le suis plus depuis les dernières élections. J'étais donc secrétaire de la DUP, c'était une DUP en 2014, je ne sais plus. J'ai eu CE, DUP, on est tout perdu. Et donc, je trouvais ça intéressant de pouvoir partager aussi en binôme. Et puis, l'exercice proposé de prendre des salariés aussi, des équipes pour pouvoir travailler ensemble, je trouvais ça très constructif. Et des salariés qui n'étaient pas forcément dans la délégation, qui étaient vraiment, qui étaient que sur le terrain, et de pouvoir partager ensemble pour aboutir à un travail commun. Je trouvais ça super bien. Donc voilà. Donc, vous avez porté toutes les deux, effectivement, et participé activement à la démarche, et vous avez porté cette démarche. Madame Anoué, votre métier, c'est effectivement d'être infirmière. Je ne sais pas si si on l'a dit. Vous évoquiez à l'instant cette démarche d'action, elle a impliqué différentes parties prenantes. Vous avez évoqué un groupe de travail. Est-ce que vous pouvez nous dire plus précisément, du coup, qui a fait quoi et qui était impliqué dans la démarche? On avait, je me rappelle, on avait un aide-soignant. On était très contents qu'il ait accepté de travailler avec nous parce qu'il y a peu d'hommes chez nous. Donc, c'était très bien qu'on ait son point de vue. Une aide à domicile. Il y avait qui d'autre? Aide-soignante. On a en fait sollicité des représentants des différents corps de métier de l'association. Des métiers d'intervention principalement. Et donc, voilà, côté aide-soignant, côté aide à domicile et côté infirmier. Et donc, avec un collègue masculin. D'accord. Et ce groupe de travail, donc vous-même, vous portiez la démarche toutes les deux, solidairement. Le groupe de travail a été mobilisé à quel moment, du coup, ou pour faire quoi? C'était il y a très longtemps. En fait, il y a eu plusieurs étapes entre les différents ateliers. On a été amené
à, comment dirais-je, partager des informations déjà de premier niveau avec dans un premier temps, vous ne l'avez pas dit Anne-Sophie, mais les élus du CHSCT. On est ensuite allé chercher des représentants des différents métiers, mais d'abord, il a fallu que les élus du CHSCT soient bien imprégnés de la démarche, la réflexion en cours, parce que ce qui est particulier, ce que je voudrais souligner, c'est que nous, la question de l'égalité professionnelle, au départ, on s'est dit, mais comment on va l'aborder? On fait le constat qu'on a très peu d'hommes dans nos métiers, et comment renverser ça? On se sentait relativement impuissant, puisque finalement, on avait l'impression qu'il y avait peu de candidatures masculines. On est dans l'image des métiers du care, vous l'avez très bien dit, donc déjà peu de personnes de sexe masculin qui vont dans les formations permettant aux jeunes diplômés ensuite de présenter leur candidature. Donc, on se sentait relativement impuissant. Et c'est là qu'avec l'ARACT, on a vraiment décidé d'axer notre réflexion sur les conditions de travail. Et pour ça, on a en effet sollicité des représentants de tous les métiers, parce qu'on s'est dit, il faut aller voir au plus près. Il faut aller interroger l'un des rares hommes embauchés dans nos services pour recueillir son regard, son point de vue, ses souhaits, sachant que, comme vous l'avez bien rappelé, on en était, on le pressentait, mais tant qu'on ne l'a pas mis en œuvre, on ne pouvait pas le dire. C'est qu'en travaillant sur les conditions de travail et sur la notion de qualité de vie au travail, on allait pouvoir améliorer tout un tas d'autres, jouer sur tout un tas d'autres leviers, notamment le recrutement, la fidélisation. Et ça, aujourd'hui, dans notre secteur d'activité, c'est fondamental puisqu'on a une pyramide des âges qui nous préoccupe quelque peu. Donc, j'ai souvenir effectivement que le groupe de travail, d'échanges assez nourris sur l'état des lieux qui avait été réalisé à partir des données du rapport de situation comparée entre les femmes et les hommes. Alors, peu d'hommes, vous le disiez, dans votre effectif, mais les indicateurs du rapport de situation comparée permettent de balayer ou de prendre en compte différentes dimensions, de mieux caractériser aussi l'ancienneté, l'âge, des indicateurs de santé au travail, de temps de travail. Et je me souviens effectivement des échanges partant de ce document et de ces indicateurs sur la réalité des situations de travail vécues. Ces éléments-là ont constitué un état des lieux de la situation et a permis d'identifier des domaines d'action et ensuite de construire un plan d'action. Est-ce que vous pouvez nous évoquer les domaines d'action qui ont été particulièrement mobilisés ou des exemples d'actions mises en œuvre depuis? Donc, 3 domaines d'action. La rémunération, donc, sur lequel c'est la convention de branche, c'est très égalitaire. Donc là, je vais passer assez rapidement. Les conditions de travail. Donc, en conditions de travail, il y a eu 5 articles dans le plan d'action. Moi, je vais pouvoir partager sur 2 principalement. La possibilité d'avoir des sabots antidérapants pour quand on est en intervention, pour faire des douches par exemple, qui a été apprécié. Donc, on a chacun tous ceux qui voulaient en avoir, on a notre paire de sabots antidérapants. Donc, il y a moins de glisse, moins de risque d'accident, c'est plus confortable qu'avec nos chaussures à nous. Et puis, autre chose, en sachant, vous en avez parlé tout à l'heure, on a des métiers qui sont assez prenants psychologiquement. Donc, on a possibilité d'avoir un soutien psychologique en cas de situation vécue difficile. Donc, il y a 2... Alors, je ne sais pas à cette époque-là, au jour d'aujourd'hui, on a 2 biais. Il y a un biais national par une plateforme téléphonique et il y a un biais local où il y a une psychologue qui vient dans les locaux de temps en temps pour faire comment ça s'appelle, ces réunions d'équipe ? Des séances d'analyse de pratique. Merci. Et donc, les jours où elle vient, on peut réussir à trouver un créneau pour pouvoir prendre rendez-vous avec elle si on en ressent le besoin. Donc, ça a déjà servi plusieurs fois, donc c'est intéressant. Et le dernier domaine d'action choisi, c'était l'embauche et le recrutement. Donc là, on en parlait, métier très féminin chez nous. Donc là, le but, c'était de pouvoir essayer d'inviter aussi les hommes. Alors, pas
embaucher un homme parce qu'il est un homme, évidemment, mais qui se sentent aussi invités à venir chez nous. Donc, il y a eu plusieurs biais. Il y a un biais pré-formation, c'est-à-dire quand il y a des collèges ou des lycées qui font des rencontres professionnelles, de pouvoir montrer aux hommes que ça peut être aussi pour eux. Et au niveau pour les gens déjà formés, au niveau des demandes d'emploi, que ce soit marqué hommes et femmes. Et que comme ça, les hommes se sentent aussi conviés à venir chez nous. Donc ça, c'est un travail de longue haleine. Aujourd'hui, on a un peu plus d'hommes. Donc en 2014, il y en avait peut-être 2 sur toute l'entreprise, sur une centaine. Et aujourd'hui, vous allez nous dire… On est à 7. Voilà. Est-ce que ça change quelque chose? C'est le début. C'est le début. En termes d'effet, bon, en termes d'effet, alors de la démarche, au-delà de ma question, cette démarche d'action que vous avez eue, est-ce qu'elle est encore d'actualité? Est-ce que le plan des actions nouvelles sont mises en place? Est-ce que vous avez l'impression que, effectivement, dans les relations de travail, dans les relations aux bénéficiaires de vos services, personnes âgées ou familles de jeunes enfants, ces actions en matière d'égalité professionnelle, de conditions de travail ont eu des impacts? Alors, je me permets de répondre. Je commence, Anne-Sophie, puis en fait, on s'est servi des outils qu'on a mis en œuvre à l'époque. On les a fait évoluer depuis. On s'est vraiment appuyé sur tout ce qui a été construit et on l'a enrichi au fil du temps. Donc, je peux prendre un exemple qui est celui de l'usage du véhicule personnel. Vous savez que sur nos métiers d'intervention à domicile, nos professionnels sont très régulièrement amenés à utiliser leur véhicule personnel. Aujourd'hui, elles sont dotées pour la plupart de véhicules de service, mais ce n'était pas le cas à l'époque. Les choses changent. Mais on avait mené une réflexion sur comment sécuriser l'usage du véhicule personnel, sachant qu'on avait des salariés qui nous confessaient très simplement avoir des véhicules assez âgés parce que pas les moyens financiers de les remplacer, comment dirais-je, une incertitude quant à la sécurité liée à l'entretien de la voiture, l'état des pneus, l'état des lumières. Donc on s'est dit, est-ce qu'on ne pourrait pas mettre à disposition une ressource qu'on avait, nous, au sein de l'association, un homme toute main chargé de l'entretien de nos locaux pour conseiller les salariés. C'est juste du conseil, mais leur dire, là, je pense que tes pneus, ce serait bien de les changer. C'est pour se faire, pour se rassurer, se faire conseiller. On est parti vraiment de souhaits qui peuvent paraître extrêmement triviaux pour répondre à des attentes de professionnels qui étaient en grande difficulté, et nous aussi, si elles étaient dans l'incapacité d'aller travailler avec la voiture en panne. Vous voyez, c'est vraiment… on est parti de tout ça. Moi, je trouve que depuis toutes ces années, on a gardé cette réflexion au sein du CHSCT avec une volonté de partir vraiment des besoins des équipes. Ça ne sert à rien de mettre en place des outils s'il n'y a pas un besoin, s'il n'y a pas une envie, une volonté exprimée par les équipes. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Sophie. Si on invente un outil et qui n'est pas utile derrière ou pas adapté, il n'y a pas spécialement d'intérêt. Donc voilà, il faut aller à la source, à la source du besoin. On a aussi travaillé avec des jeunes recrues, des personnes nouvellement arrivées, pour voir quels pouvaient être les besoins de ces jeunes personnes, ces jeunes professionnels dans l'entreprise, pas forcément jeunes au niveau de l'âge, mais nouvellement arrivés, en se disant comment on doit les accompagner pour que la prise de poste se passe bien, homme ou femme. On a travaillé sur différents leviers en fonction des années. Aujourd'hui, il reste encore beaucoup à faire. Au niveau de notre branche, qui est la branche de l'aide à domicile, il y a des choses qui se sont mises en place aussi, il faut le dire. Et il y a des enjeux forts pour communiquer au plus près de nos professionnels, les informer de leurs droits, de tout ce qui existe. Et ça, c'est pas simple lorsqu'on a des professionnels qu'on ne voit pas régulièrement. Il y a beaucoup de choses qui sont plus aisées si je prends le pendant des établissements d'accueil, d'hébergement pour personnes âgées, par exemple. Les gens viennent travailler sur un site, ils rencontrent leurs responsables régulièrement, ils peuvent échanger entre eux.
nous, à domicile, on a un vrai challenge qui repose sur la difficulté à toucher les professionnels, à les faire se rencontrer. Et le temps qu'on a eu pour travailler sur l'égalité professionnelle, ça a aussi été un temps où les gens sont venus et ont pu se poser ensemble. Et ça, c'était très précieux. C'est vrai, surtout certains métiers aide à domicile où ils sont en intervention et ils viennent très peu sur le. On a du mal à les récupérer, à pouvoir partager avec eux et qu'ils puissent partager eux leurs difficultés. Donc c'était une occasion qu'il y ait d'autres personnes que ceux du CSE à créer du collectif. Voilà. À créer du collectif. Je vais laisser les participants échanger avec vous ou partager leurs questions s'il y a des questions spécifiques directement à l'oral ou dans le chat. Je laisse la parole aux participants pour des questions complémentaires sur l'actualité de ces questions ou sur les métiers de l'ADMR. Juste en attendant que peut-être les personnes formalisent leurs questions, il y avait une question, Elisabeth, il me semble un peu plus tôt sur ton intervention de Bruno, que j'essaie de retrouver, qui demandait, là, je pense que c'était par rapport en lien avec l'enquête Trackov de la DARES, oui. Peut-on interpréter les 50% des personnes qui avaient eu peu d'impact sur leur situation dans le sens où la dégradation des conditions de travail et les facteurs de risque sont devenus une habitude? Alors, je ne me permettrai pas de répondre. Je vais laisser la DARES, avec toute sa compétence, faire cette analyse-là. Et vraiment, alors je regarderai si cette hypothèse est inscrite dans le document qui est largement plus complet que ce que j'ai présenté. C'est effectivement des enquêtes de perception, de vécu. Donc, on peut évoquer cette hypothèse, mais voilà, je n'ai pas la réponse. Merci Elisabeth. Est-ce qu'il y a d'autres questions, notamment pour Madame Pérouzet et Madame Magnoé, sur cette... Moi, j'en aurais une petite question, s'il vous plaît. Alice Fernandez-Pétech, je travaille au Génédor et nous avons mis également une démarche QVT en place avec l'ARAC dans un de nos établissements dernièrement. Et je voulais savoir si 5 ans après votre démarche, vous arrivez toujours à mobiliser les professionnels qui étaient investis il y a 5 ans à travailler toujours sur ces questions de la qualité de vie au travail et l'égalité professionnelle. Le groupe a travaillé pendant le travail avec l'ARAC. Depuis, si on avait l'occasion, on pouvait discuter, mais il n'y a pas eu de remobilisation pour faire des réunions ensemble de ce groupe-là. Sachant que notre aide-soignant est à la retraite ou cette semaine-là, ces temps-ci, ce mois-ci. Et donc, nous, on n'a pas refait de réunion ensemble. Ce que vous m'évoquiez, Mme Pérouzet, je crois, c'est que vous avez continué, le document du plan d'action a été suivi et nourri et renouvelé régulièrement, et que le rapport de situation comparé que vous aviez à l'époque initié pour la première fois, ou réalisé pour la première fois, est un support que vous arrivez à actualiser et partager au CSE. Enfin, je crois que vous m'avez évoqué. Tout à fait. Moi, c'est un document, j'ai conservé la trame du document qu'on avait produit pour la première fois ensemble avec l'ARACT. Je l'actualise tous les ans et ça sert de support de dialogue lors de la réunion CSE où on discute ensemble sur le contenu du plan d'action qu'on présente ensuite au conseil d'administration. Donc, je le fais évoluer tous les ans et on peut dire que c'est un très bon support de dialogue. Ça permet d'objectiver des impressions ressenties par les uns et les autres. On a vécu pendant ces dernières années l'embauche de personnel masculin sur des métiers pour lesquels on n'avait pas eu d'opportunité jusqu'à maintenant. C'est ce que disait Anne-Sophie, les métiers de la petite enfance, les métiers de l'aide à domicile. Ça interpelle toutes les questions que vous avez soulevées sur le temps partiel notamment.
Le fait de ne pas proposer de temps plein systématique sur tous nos métiers est un vrai obstacle à l'emploi pour certains hommes. Donc, on a essayé de travailler ces questions, on a constaté des effets positifs. Le fait d'avoir quelques hommes encourage aussi d'autres à candidater. Donc ça, c'est intéressant, se dire, lorsqu'on a des retours positifs, ils peuvent en parler. Et puis, on travaille aujourd'hui avec notre marque employeur. On a toute cette démarche-là à la DMR de mise en place d'une marque employeur pour vraiment mieux faire connaître nos métiers, renseigner sur la grande accessibilité aujourd'hui à ces métiers. Merci. Est-ce qu'il y aurait une dernière question, puisque après on va passer à la dernière séquence de ce webinaire. Anne, moi j'aurais une question, sauf s'il y en a d'autres participants évidemment. C'était une question rapide, en fait, c'est finalement la démarche du dialogue social que vous avez mis en place. Quel conseil vous pourriez donner à d'autres structures pour s'engager là-dedans? Parce que c'est pas nécessairement facile de s'engager dans un dialogue avec les salariés là-dessus. On est tous, voilà, et vous les premiers dans la tête souvent dans le guidon sur les métiers, et cetera, l'activité. Ça peut être vu comme un investissement soit contraint, et d'ailleurs vous l'avez dit au début, qui peut prendre trop de temps et qui va pas forcément apporter grand-chose. Enfin, bon, voilà. Quel message vous donneriez peut-être là-dessus? Par où commencer aussi? Je pense peut-être même aux structures qui sont assez petites, qui ont peut-être pas de CSE d'ailleurs et qui peuvent quand même échanger avec leurs salariés évidemment. Voilà. Écoutez, alors moi j'ai retenu une chose de la démarche. D'abord, j'étais ravie qu'Anne-Sophie accepte parce que toute seule, j'aurais pas pu y aller. C'était pas possible. Et alors, aller rencontrer d'autres structures a été vraiment d'une richesse très importante pour nous. On se sent beaucoup moins seul quand on constate que d'autres dirigeants d'entreprise ont exactement les mêmes préoccupations ou des préoccupations tout autres. Mais en débattre, s'extraire de notre quotidien, de nos problématiques, pour aller découvrir ce que vivent d'autres entreprises, d'autres équipes professionnelles, a vraiment été source de richesse. Moi, de ce fait, j'ai beaucoup apprécié ces temps. Au départ, je m'y rendais assez sceptique et, on va dire, un peu critique, contrainte, vous l'avez dit, je n'ai pas peur de l'assumer. Mais au final, ça s'est avéré vraiment très enrichissant. Et puis nous, ça coïncidait avec la mise en place du CHSCT. Je pense que ça a permis aussi une interconnaissance, une appropriation de nos réalités quantifiées, vous l'avez dit, avec le rapport de situation comparée qu'on a établi ensemble. Eh ben, on est parti d'un même niveau d'information. Ça permet d'avoir l'esprit ouvert, de travailler autrement et de prendre du recul vis-à-vis de ce qu'on vit, de pouvoir voilà, chiffrer les choses, analyser, puis poser une action. Donc, en plus, le travail était, comment dire, c'était bien organisé, ça se... comment dire, on part d'un point, on a des outils qui nous aident à avancer pour pouvoir arriver sur une action qui mérite et qui a des effets sur le long terme. On a renoncé à certaines choses aussi. Hein. On a analysé. Voilà. On a analysé, on s'est dit, bon, ben ça, c'est trop ambitieux, on n'y arrivera pas pour l'instant, on laisse ça de côté. Et par contre, banco, on y va. Ça permet d'avancer. Merci à toutes les deux. Merci à vous. Merci, oui, effectivement. Pour ce témoignage et votre dynamisme et votre expérience, le partage de votre expérience. Anne, on te laisse du coup les derniers éléments évoqués par Madame Malnoë et Madame Perroulli. Oui, la transition effectivement est plutôt bien faite avec le dernier temps, alors que je vais faire assez rapide de ce webinaire, parce que ce que je disais en introduction, c'est qu'effectivement on propose donc l'ARAC, l'UDES et la CRES à partir de septembre prochain un parcours d'accompagnement collectif pour accompagner effectivement les structures de l'ESS bretonne à développer des démarches en faveur de l'égalité professionnelle et de la qualité de vie au travail, donc avec une cible prioritaire sur des structures de l'ESS de moins de 50 salariés. Et donc on est bien dans cet objectif de soutenir les structures dans la mise en œuvre d'actions
donc en prenant en compte les spécificités de ces structures et également les enjeux aussi de la reprise et dans la situation actuelle. C'est une action aussi qui a vocation à accompagner, à tester, à expérimenter des façons de faire aussi et à en tirer, identifier des enseignements, des retours d'expérience qui pourront aussi être diffusés et partagés avec d'autres structures ESS. Donc, on est sur un format qui articule des temps collectifs et des travaux dans chaque structure, puisque comme le disait à l'instant Madame Pérouzet, voilà, on considère, enfin en tout cas, c'est des sujets sur lesquels il nous semble intéressant d'avoir des dynamiques collectives pour se soutenir, partager les expériences, s'inspirer les uns les autres, mais en ayant aussi ce côté suivi individuel qui permet aussi d'accompagner des dynamiques internes particulières. Donc, c'est un parcours qui va donc se dérouler sur 9 mois, donc avec 5 journées collectives interstructures, qui sont des temps à la fois d'échange de pratiques entre structures, de formation et d'apport de ressources et d'outillage. Et puis, donc entre chacune de ces, pas toutes, mais il y aura des travaux intercession entre ces temps collectifs, donc avec un soutien individualisé, les temps collectifs et le soutien individualisé étant réalisés par l'ARAC Bretagne, donc Elisabeth Devancal qui est intervenue lors de ce webinaire. L'idée, c'est de proposer un accompagnement aussi qui permette d'appuyer les structures à chaque étape de la mise en œuvre des actions, donc que ce soit dans la mobilisation en interne, donc avec les élus du personnel, le reste de l'organisation, la réalisation d'un état des lieux, d'un diagnostic de situation, et la définition des objectifs de progrès, et puis l'identification d'actions à mettre en œuvre et la mobilisation. L'objectif, c'est de soutenir des démarches qui soient paritaires, hein, comme le témoignage l'a montré. C'est effectivement une priorité. Donc, l'objectif est que participe à ce parcours-là un binôme de représentants par structure, donc un ou une représentante de la direction et un ou une représentante des salariés. Et il s'agit aussi de s'inscrire dans des logiques participatives, donc de mobiliser aussi en dehors de ce binôme-là qui est particulièrement mobilisé, mais d'aller faire participer également les équipes en interne. Donc, c'est un format qu'on teste aussi en Bretagne cette année, qui s'inspire d'ailleurs d'une expérimentation similaire qui est menée en Occitanie. Mais l'idée pour cette première année, en tout cas, c'est d'aller accompagner 4 à 5 structures, donc de l'économie sociale et solidaire, donc tout secteur, en Bretagne, prioritairement de moins de 50 salariés. Quelques éléments pratiques grâce à des partenariats qu'on a mobilisés, donc la prise en charge du coût pédagogique et du suivi individuel pour les structures donc est assurée par les partenaires qu'on remercie à cette occasion, hein, donc, puisque c'est une action qui est soutenue à la fois par les OPCO, donc les opérateurs de compétences qui financent la formation professionnelle, donc notamment 3 OPCO, l'AFDAS, l'Uniformation et l'OPCO Santé qui soutiennent ce parcours-là, et également des partenaires publics et privés qui soutiennent, donc l'État à travers la délégation régionale aux droits des femmes et à l'égalité, la DRDFE, et puis la DRETS, donc les anciennes directes, les directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et de solidarité. Également le soutien de la région Bretagne et de la Massif, et donc ce qui permet pour les structures qui souhaitent bénéficier de ce parcours-là, d'avoir une prise en charge des frais. Donc, si vous souhaitez plus d'informations sur ce sujet ou vous renseigner pour vous inscrire pour y participer, vous pouvez me contacter à l'adresse mail qui est indiquée, en sachant que a priori les inscriptions seront ouvertes pendant un mois là, jusqu'à fin juillet. Pour un démarrage du parcours, la première session de formation étant prévue fin septembre, le 23 septembre, si je crois. Voilà, alors on avait prévu un petit sondage si on a encore 2 minutes, après ce sera clôturé. Voilà, juste si vous pouvez nous dire parmi les participants et participantes qui sont encore là, si cette action pilote pourrait vous intéresser, si vous n'êtes pas concerné, si ça vous intéresse, mais vous devez y réfléchir. Il n'y a rien d'engageant pour le moment, hein, c'est juste pour avoir aussi une idée de l'intérêt pour cette structure-là, pour cette action-là. Voilà, donc vous pouvez
répondre aux questions. Donc, on voit... Ok, bon, je pense qu'on peut... on voit à peu près les tendances, effectivement. C'est pas simple de se prononcer là sur le tas sans avoir consulté en interne, mais voilà. On va laisser encore juste quelques instants, voir si Elisabeth, oui, On ne voit pas forcément les résultats, Alain, mais ce n'est pas grave. Ah, pardon, excusez-moi. Non, mais il n'y a pas forcément utilité à les voir directement. Ça nous permet effectivement de voir si cette proposition peut intéresser certains d'entre vous, si ça donne envie, si vous avez besoin d'informations complémentaires. Je pense qu'on peut mettre fin au sondage. Charles, du coup, là, vous allez sans doute voir les résultats, mais voilà, bon, une majorité, donc effectivement, vous ne pouvez pas vous prononcer, vous n'êtes pas concerné sur le sujet. En tout cas, voilà, sachez que cette action-là va être proposée, donc n'hésitez pas à en discuter en interne si c'est des sujets sur lesquels votre structure souhaite se mobiliser, ou à le diffuser aussi dans vos réseaux auprès de structures que vous connaîtrez qui sont dans ces questionnements-là. Je pense qu'on va arriver à la fin de notre session. Là, il nous reste juste quelques minutes pour clôturer. On vous a partagé donc, dans la présentation quelques ressources pour approfondir les sujets dont on a discuté aujourd'hui. Donc vous avez 2 guides autour des questions d'égalité professionnelle, le guide UDES dont Charles parlait en début de webinaire, également un livret de bonnes pratiques qui a été publié le 8 mars dernier par le secrétariat d'État à l'économie sociale et solidaire. Vous avez également un lien vers l'Observatoire national de l'égalité femmes-hommes dans l'ESS qui vous permet de retrouver des éléments statistiques sur les questions d'égalité qui peuvent compléter l'intervention de David qui était centré sur la Bretagne, là, qui donne un panorama aussi plus national. Et deux ressources sur la question en particulier de la santé au travail. Donc une première plaquette sur la santé au travail des femmes qui a été réalisée à l'échelle de la Bretagne dans le cadre du CROCT, qui est le comité régional d'orientation des conditions de travail, donc qui a fait ce travail-là sur les enjeux spécifiques de la santé au travail des femmes. Vous retrouverez également le lien vers la publication dont David évoquait là, sur la santé au travail dans les associations bretonnes. Et puis plus largement, vous pouvez également consulter le site de l'ANACT qui regorge de ressources sur l'égalité professionnelle, la qualité de vie au travail et la santé au travail, et plus largement sur les enjeux de conditions et d'organisation du travail. Voilà, donc ça vous permettra d'aller plus loin. Vous avez également nos coordonnées, donc n'hésitez pas à nous solliciter si vous souhaitez creuser certains points. Et en particulier pour des renseignements concernant le parcours collectif, vous pouvez me contacter sans souci pour des renseignements ou pour les inscriptions. Voilà, donc comme on l'a dit, on vous enverra donc un mail dans les jours qui viennent avec la présentation et l'enregistrement du webinaire. Et il ne me reste plus qu'à vous remercier toutes et tous pour votre participation et remercier l'ensemble des personnes qui sont intervenues lors de ce webinaire aujourd'hui, qui était très riche et qui a permis, je pense, d'avoir un panel assez diversifié de ces différents enjeux, donc égalité professionnelle et qualité de vie au travail. Voilà, merci à toutes et tous et puis bon appétit. Merci Anne, merci Madame Anloué et Madame Pérouzet pour votre témoignage.